السلام عليكم شباب. قبل ما نبدا الكور ان شاء الله بغيت نذكركم بالهاشتاغ سو فيسبوك ديال بقى بدارك غاسي شيفو. كنظن راه الموضوع خطير بما فيه الكفايه، وان جميع وسائل التواصل الاجتماعي تطرقوا لهذا الموضوع هذا. عافاكم كلشي بقى في دارهم وغاسي شيفو. On commence. Le chapitre 1, on commence par les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors, on a déjà fait une petite introduction la dernière fois. On a vu un petit peu un rappel concernant la structure du globe, concernant les plaques lithosphériques, les zones de convergence, zones de divergence, etc. Alors, maintenant, on commence par les chaînes de montagnes. Alors, déjà, en parlant de chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques, on doit tout d'abord commencer par localiser ces chaînes de montagnes. Je commence par la carte de gauche. Alors, la carte de gauche nous montre déjà la localisation des chaînes de montagnes au niveau du globe terrestre. Alors, vous voyez sur l'image cette couleur marron qui montre la localisation des chaînes de montagnes partout dans le monde. Et à droite, sur la carte de droite, on a déjà vu la dernière fois, c'est la répartition des plaques lithosphériques. Alors, un petit rappel, on a dit qu'il y a des plaques qui convergent, c'est-à-dire qu'il y a des plaques qui se rapprochent, il y a d'autres plaques qui s'éloignent, c'est-à-dire qui divergent. En faisant une petite comparaison entre les deux cartes, par exemple ici, là on trouve des chaînes de montagnes entre l'Afrique et, et l'Europe ici. Alors regardez, on trouve la chaîne des Alpes, la chaîne des Himalayas, etc. Et si on vient ici sur la carte des plaques lithosphériques, on constate quoi? On constate tout simplement que les chaînes de montagnes se trouvent essentiellement dans les zones de convergence, c'est-à-dire dans les zones de rapprochement des plaques. Alors, au niveau des zones d'éloignement, on trouve pas de chaîne de montagne. La même chose ici, si on vient là, entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine, c'est des zones de convergence et c'est là essentiellement qu'on trouve les chaînes de montagne. La même chose ici, au niveau de la plaque nord-américaine, c'est une zone de convergence, c'est une zone de rapprochement et c'est là aussi qu'on trouve les chaînes de montagne. Alors, ce qu'on va comprendre ici, c'est que les chaînes de montagne se trouvent essentiellement dans les zones de convergence, c'est-à-dire dans les zones de rapprochement. Donc, au niveau de notre cours, on ne va pas s'intéresser aux zones de divergence ou bien aux zones d'éloignement. Alors, la lithosphère est formée de plaques rigides, on a déjà dit ça, en mouvement. Certaines zones de convergence, certaines convergent, c'est-à-dire que certaines plaques convergent, sont marquées par la surrection de chaînes de montagne en se basant sur le contexte géodynamique de leur formation. On peut classer ces chaînes de montagne en trois types. Déjà, on a les chaînes de subduction. On va voir dans notre cours l'exemple de la cordillère des Andes. On va voir aussi un deuxième type, c'est les chaînes d'abduction. L'exemple ici, c'est les chaînes d'Oman. Après, c'est les chaînes de collision. On va voir l'exemple des chaînes de l'Himalaya. Bien, alors on commence par les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes récentes. Première chaîne, on va commencer par les chaînes de subduction. Comme je vous ai dit, l'exemple ici, c'est l'exemple des Andes. Alors, les chaînes de subduction, comme vous voyez là, c'est une zone de subduction. C'est quoi déjà la subduction? La subduction, c'est le processus d'enfoncement d'une plaque tectonique qu'on appelle une plaque chevauchée, plaque chevauchée, sous une autre plaque chevauchante, de densité plus faible. En général, une plaque océanique à forte densité sous une plaque continentale moins dense ou sous une autre plaque océanique. Donc, c'est quoi la subduction d'une façon générale? C'est quoi? C'est l'enfoncement de la plaque océanique en dessous de la plaque continentale. C'est l'enfoncement de la plaque océanique plus dense en dessous de la plaque continentale qui est moins dense. D'accord? Vous avez déjà vu ça, je pense, en deuxième AC. La zone de subduction, c'est Manater Tamr, si je m'en souviens bien. Alors, on commence par les caractéristiques des, des zones de subduction. On commence déjà par une fosse océanique. La fosse océanique profonde caractérise les zones de subduction. Tout simplement, regardez ici la profondeur de l'océan là, comparez la profondeur de l'océan ici
et la profondeur de l'océan là. Alors vous allez constater que ici c'est une fosse océanique qui est plus profonde. Deuxième caractéristique, c'est le prisme d'accrétion sédimentaire. Je vais vous expliquer ça après sur le tableau. Après, on peut parler de déformation tectonique. Déformation tectonique de type, c'est-à-dire des plis, des failles inverses, etc. Après, une activité volcanique, c'est-à-dire qu'il y a présence d'une forte activité volcanique au niveau des zones de subduction. On va expliquer ça après. Parlons aussi d'activité sismique. Les étoiles ici montrent qu'il y a une activité sismique très importante au niveau des zones de subduction. Sans oublier aussi, on va parler, je vais vous expliquer ça aussi sur le tableau, des anomalies thermiques. On va voir ça après. Ça concerne les isothermes. Présence aussi de roches volcaniques, de roches plutoniques. On va essayer de tout expliquer sur le tableau. On va essayer de vous expliquer déjà les caractéristiques des zones de subduction. On commence par schématiser une zone de subduction. La zone de subduction, si vous en souvenez, à partir de la définition, on dit c'est quoi la subduction? C'est lorsqu'une plaque océanique s'enfonce en dessous d'une autre plaque continentale. Alors je note ici la plaque océanique se compose d'une croûte océanique et d'un manteau supérieur. Et la plaque continentale, il se compose déjà d'une croûte continentale et d'un manteau supérieur. Donc je note ici croûte continentale et je note là manteau supérieur. Alors, je reprends la définition. C'est quoi la zone de subduction? On est dans une zone de subduction. Je note ici subduction. La zone de subduction, c'est une zone de convergence, c'est-à-dire c'est une zone de rapprochement. Alors je reprends. C'est lorsqu'une plaque océanique s'enfonce en dessous d'une autre plaque dite continentale. La plaque océanique plus dense s'enfonce en dessous de la plaque continentale moins dense. Je commence par la première caractéristique. On parle de fosse océanique. Dans la fosse océanique profonde, petite comparaison entre la profondeur ici de l'océan et la profondeur là, vous allez constater que cette zone est la plus profonde. Elle est nommée fosse océanique. Après, deuxième caractéristique, c'est le prisme d'accrétion. Alors, c'est quoi le prisme d'accrétion? C'est tout simplement l'accumulation des sédiments marins. Alors, prisme d'accrétion. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs sédiments marins au niveau de la plaque qui se déposent au niveau de la plaque océanique. Et ces sédiments marins, lorsque la plaque océanique s'enfonce en dessous de la plaque continentale, ils vont s'accumuler ici. Ils vont former ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. Autre chose, on rajoute une forte activité sismique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs foyers sismiques au niveau de la zone de subduction. On parle de foyer sismique ou bien forte activité sismique. C'est bon? On parle aussi d'activité volcanique. Il y a des volcans qui caractérisent les zones de subduction, bien sûr. Il y a remontée du magma. Le magma va remonter. On va expliquer ça par la suite. Le magma remonte vers la surface. Il donne ici une activité volcanique. C'est-à-dire qu'on a des volcans. Alors, les volcans ici caractérisent aussi les zones de subduction. Je rajoute aussi les déformations tectoniques. On peut trouver ici des déformations ici sous forme de plis. On peut trouver aussi des déformations sous forme de failles inverses.
Notez bien que je parle de faille inverse et on va revenir à ça à la fin du cours, Inch'Allah. Alors je reprends les caractéristiques. Alors présence de force océanique, présence d'un prisme d'accrétion, des foyers sismiques qui caractérisent une activité sismique très importante. Je marque ici activité sismique. Présence aussi de volcanisme, de volcans. Présence de déformations tectoniques de type pli et faille inverse. Alors je rajoute aussi, on rajoute présence de roches qui caractérisent cette région. On va commencer par des roches plutoniques et les roches volcaniques. Alors, lorsque le magma remonte en surface, lorsque le magma remonte vers la surface, vous êtes d'accord que le magma va sortir, il va devenir une lave, la lave. Lorsque la lave refroidit, il devient ce qu'on appelle des roches. Il va se solidifier. La lave se solidifie, vous avez déjà vu ça en deuxième AC. La lave se solidifie et devient des roches. Alors, les roches, on les appelle des roches volcaniques. Et c'est ce qu'on appelle l'andésite. Il faut retenir ce nom, s'il vous plaît. La roche volcanique au niveau des zones de subduction est nommée l'andésite. Andésite. Alors, des fois, le magma, en remontant vers la surface, lorsque le magma remonte vers la surface, des fois, il se bloque dans des fissures. Il ne peut plus atteindre la surface, il reste bloqué et il commence à se refroidir très lentement. Et il donne des roches qu'on appelle roches plutoniques. Roches plutoniques. Le type de roche ici, c'est le granodiorite. Alors, on va revenir à ça, on va voir comment les roches plutoniques se forment, comment les roches volcaniques se forment aussi, et on va essayer de tout expliquer. Bien, dernière caractéristique qui caractérise les ondes de subduction, c'est les anomalies thermiques. Alors, j'explique les anomalies thermiques, je vais vous réexpliquer ça sur les fiches de cours. Alors, les anomalies thermiques, je commence déjà par vous expliquer c'est quoi les isothermes. Alors, lorsqu'on se déplace vers la profondeur, vous êtes d'accord que lorsqu'on se déplace vers la profondeur, la température, elle, augmente considérablement. Alors, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, qu'on est à 80 degrés, à 80 km de profondeur. Ici, on est à 100 km de profondeur. Par exemple, ici, on est à 120 km de profondeur. D'accord? Alors, lorsqu'on se déplace vers la profondeur, comme on a dit, la température, elle, augmente. Exemple ici, à 80 km, la température ici, elle est de l'ordre de, je dis de n'importe quoi, elle est de l'ordre de 500 degrés Celsius. Lorsqu'on descend à 1000, elle devient par exemple 800 degrés Celsius. Lorsqu'on se déplace vers la profondeur de 120 km, la profondeur peut atteindre les 1100 degrés Celsius, comme exemple. Alors, ce que je tiens à vous expliquer, ça c'est ce qu'on appelle des isothermes, c'est-à-dire que la profondeur, que la température, elle est toujours du même ordre lorsqu'on se déplace en profondeur. On est par exemple n'importe où dans le globe terrestre, la température elle reste stable. Si on descend à 80 km, la température est toujours 500 degrés, que ce soit qu'on est au Maroc ou là aux États-Unis ou là en Europe, la température reste toujours stable. D'accord? Il ne varie pas selon la profondeur. Regardez les isothermes, ils sont toujours parallèles. Ils sont parallèles à la surface. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toujours
les isothermes sont parallèles. Et en arrivant dans les zones de subduction, regardez bien les isothermes. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une anomalie au niveau des isothermes. Une anomalie, ce qu'on appelle anomalie thermique. D'accord? Notez bien qu'on appelle ça anomalie thermique. Anomalie thermique, on va revenir à ça après, Inch'Allah. Bien, je reprends le cours et je vais encore vous expliquer de plus en plus en détail. Bien, on reprend l'explication du cours. Tout à l'heure, on s'est arrêté à l'explication des anomalies thermiques. On a dit que les anomalies thermiques, c'est l'une des caractéristiques des ondes de subduction. Alors, comme vous voyez sur l'image, on a des isothermes ici. Les isothermes, c'est quoi? On a dit c'est des courbes reliant les points de même température et ils sont parallèles à la surface du globe terrestre qu'on voyait là. Alors, pourquoi ils caractérisent les ondes de subduction? Parce qu'on voyait au niveau des ondes de subduction, ces courbes s'inclinent, d'accord? Et ils nous donnent des anomalies. Comme vous voyez ici, c'est des anomalies. Regardez, et ces anomalies, on les observe uniquement au niveau de la zone de subduction. Là, les isothermes sont parallèles à la surface, là, ils sont parallèles à la surface, mais ici, ils donnent des anomalies. Alors, il y a deux types d'anomalies, s'il vous plaît, à noter. Il y a les anomalies négatives, alors que vous pouvez voir ici, les anomalies négatives, parce que tout simplement, la température ici, il diminue, et là, c'est la température remonte, et on parle d'anomalie positive. Alors, je prends le pointeur rapidement. Alors par exemple ici, à 200 km de profondeur, par exemple, la température ici était de l'ordre de 1200. D'accord? Et si on se rapproche de la zone de subduction, à 200 km, la température ici, elle est de l'ordre de, combien? Elle est de 800 degrés. Donc la température ici, il diminue. Donc c'est une anomalie négative. De l'autre côté, la température remonte parce qu'on a une anomalie positive due à la remontée du magma de ce côté-là. Donc la remontée du magma réchauffe les couches ici, le manteau supérieur et la croûte continentale. Et là, on a une anomalie positive. Bien. On passe maintenant aux caractéristiques pétrographiques ou bien rocheuses. Ça, on a déjà noté ça que on a des roches qui caractérisent les zones de subduction. On a parlé tout à l'heure des granodiorites. C'est des roches plutoniques qui se refroidissent en profondeur. On les trouve dans les zones de subduction. Et on a parlé aussi de l'andésite. Andésite, c'est des roches qu'on trouve aussi dans les zones de subduction, qui caractérisent les zones de subduction. Alors, andésite, roche volcanique associée à un volcanisme fortement explosif, et des roches plutoniques, on parle de granodiorite, c'est marqué déjà ici. On peut trouver aussi des formations tectoniques, des plis, des failles, etc., des failles inverses et des plis, comme vous voyez sur la coupe ici. Bien. Alors maintenant, on passe aux caractéristiques pétrographiques des roches magmatiques associées aux chaînes de subduction. Alors, on vient de citer qu'il y a deux roches qui caractérisent les ondes de subduction. Vous devez absolument retenir les noms. Alors, on parle d'andésite et on parle de granodiorite. Alors, une petite comparaison ou bien une petite observation. Alors, l'andésite ici, c'est une roche qui se compose essentiellement de grands cristaux ou bien de macrocristaux, c'est-à-dire ou bien phénocristaux aussi. C'est des cristaux de grande taille, comme vous voyez ici. Il y a des cristaux de très petite taille qu'on appelle des microlithes ou bien microcristaux. Et le tout, il est dans une matière non cristallisée qu'on appelle le verre volcanique. Alors, à l'inverse du granodiorite, comme vous voyez ici sur l'image, le granodiorite se compose essentiellement de cristaux de grande taille. Il n'y a pas de cristaux de petite taille, il n'y a pas de verre volcanique. Il n'y a que des cristaux de grande taille. La roche ici, c'est totalement cristallisé. Alors, petite explication avec les images ici. Alors,
Prenons un exemple que ça, c'est du magma, le magma en profondeur. Il est dans son état liquide. En remontant, pardon, en remontant vers la surface, regardez bien, il y a des minéraux dans le magma qui vont commencer à se cristalliser, à former de gros cristaux, parce que lors de la remontée du magma, la température elle diminue, et quand la température diminue, ces minéraux-là vont commencer à se cristalliser, ils vont former des cristaux de grande taille. Lorsque le magma remonte encore et encore vers la surface, alors les minéraux ils vont plus former de macrocristaux, bien de cristaux de grande taille, ils vont se cristalliser, mais ils vont former, comme vous voyez ici, des petits cristaux, des microcristaux, des cristaux de petite taille qu'on appelle les microlithes. Mais le magma ici, il est toujours dans son état liquide. Il contient les cristaux de grande taille, il contient aussi les microcristaux. Alors lorsque le magma arrive en surface, il n'aura plus le temps de se cristalliser et il va former une matière non cristallisée qu'on appelle le verre volcanique. Alors, lorsqu'on observe cette roche-là, elle est constituée de cristaux de grande taille, de cristaux de très petite taille, et le tout se trouve dans une matière non cristallisée qu'on appelle le verre volcanique. Alors cette roche-là, c'est la roche de l'andésite. Donc la roche de l'andésite s'est formée en trois étapes essentielles. Elle a eu un refroidissement lent en profondeur qui a donné les cristaux de grande taille, un refroidissement moyen lors de la remontée du magma qui a donné les cristaux de petite taille, et un refroidissement rapide en surface qui a donné la matière non cristallisée qu'on appelle le verre volcanique. À l'inverse, le granodiorite, on prend le même exemple. Alors on a du magma liquide. Alors on a déjà expliqué sur le tableau que le granodiorite, il ne se cristallise pas en surface parce que c'est du magma qui s'est bloqué en profondeur. Donc comme vous voyez ici, les minéraux au niveau du magma vont prendre leur temps, ils vont cristalliser en totalité, ils vont donner que des cristaux de grande taille. Et on peut comprendre que le granodiorite s'est formé en profondeur et il a subi qu'un seul mode de refroidissement, c'est-à-dire qu'il a subi un refroidissement lent en profondeur. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le granodiorite, roche magmatique formée de gros cristaux, amphibole, quartz et biotite. C'est pas la peine de retenir les mots, d'accord? Alors soudé avec absence de verre, donc entièrement cristallisé. Donc la roche ici, elle est entièrement cristallisée et on parle de structure grenue. Alors s'il vous plaît, il faut retenir la structure grenue, c'est la structure d'une roche qui est totalement cristallisée, c'est-à-dire c'est une roche qui est formée essentiellement que de gros cristaux. Alors l'absence de verre, de microlithes, la présence de minéraux cristallisés sur la totalité de la lame observée permet de déduire que le granodiorite s'est formé en profondeur suite à un refroidissement lent et on parle de roche magmatique plutonique. Donc toute roche plutonique, c'est une roche qui a une structure grenue, qui s'est formée en profondeur et suite à un refroidissement, bien sûr, un refroidissement lent. Alors l'andésite. L'andésite, c'est une roche magmatique qui présente des phénocristaux, c'est-à-dire des cristaux de grande taille. Et alors, une pâte des cristaux aussi de petite taille qu'on appelle les microlithes et une pâte vitreuse non cristallisée. On parle de structure microlithique. Microlithique, ça vient du nom microlithe. D'accord? Donc cela permet de conclure que l'andésite s'est formé en trois étapes liées aux étapes de l'éruption volcanique, les phénocristaux en profondeur, dans la chambre magmatique, un refroidissement lent, bien sûr, ce refroidissement lent, il donne les macrocristaux, les cristaux de grande taille, des microlithes pendant la remontée du magma dans la cheminée, un refroidissement moyen, et la pâte vitreuse suite à la consolidation du reste de la lave à la surface par refroidissement rapide. Donc l'andésite a subi trois modes de refroidissement. Alors refroidissement lent, moyen et rapide en surface.
Alors, ce qu'il nous reste à déterminer pour finaliser les caractéristiques des zones de subduction ou bien les caractéristiques des chaînes de subduction, c'est l'origine du magma des zones de subduction. Alors, tout à l'heure, on parlait de remontée du magma, etc. Et à la fin, ça va donner soit de l'andésite ou bien des granodiorites. Mais là, on doit déterminer l'origine de ce magma, d'où vient ce magma-là au niveau des zones de subduction. Alors, l'origine du magma, qui caractérise les zones de subduction, tout simplement provient de la fusion partielle de la roche du manteau supérieur, qu'on appelle la péridotite. Alors, le manteau supérieur, il est conçu d'une roche, il est formé d'une roche qu'on appelle la péridotite. Il faut retenir le nom, s'il vous plaît. La péridotite, c'est la roche qui forme le manteau supérieur. Alors, la fusion de cette roche donne le magma. Après, le magma, il remonte, etc., qu'on vient de le dire dans le cours. Alors, les deux courbes ici, la courbe là, il présente les conditions de fusion de la roche de la péridotite anhydre, c'est-à-dire sèche, qui ne contient pas d'eau. Et là, on parle de la fusion de la péridotite hydratée, c'est-à-dire qui contient de l'eau. Alors, la courbe ici, comme vous voyez, on a trois courbes. Alors, la courbe de milieu, la première courbe, pardon, il représente quoi? Le pointillé ici, il représente le géotherme. C'est quoi le géotherme déjà? Il faut commencer par comprendre courbe par courbe. Le géotherme, c'est quoi? Le géotherme, tout simplement, il nous détermine la variation de la température en fonction de la profondeur. Regardez bien, on a un axe d'ordonnée et un axe d'abscisse d'ordonnée. Alors là, on a la température et là, on a la profondeur. Alors le géotherme ici, il nous détermine la variation de la température en fonction de quoi? En fonction de la profondeur. On prend un exemple. Par exemple, ici, on est à 80 degrés, à 80 km de profondeur. Donc, la température ici, elle est de l'ordre de, on peut dire, 800 degrés Celsius. Lorsqu'on est à une profondeur de 160 par exemple, la température, elle augmente. Et là, on est, par exemple, à 1300, 1200, 1300 degrés Celsius. Alors, tout simplement, il nous détermine la variation de la température en fonction de la profondeur. Bien, on termine déjà avec ça. On supprime. Alors ici, alors la deuxième courbe là, elle présente quoi? C'est solide plus liquide. Là, on parle de la fusion de la péridotite. La fusion de la péridotite, on a dit péridotite anhydre, c'est une roche sèche qui ne contient pas d'eau. Alors la courbe nous montre les conditions de fusion de cette roche-là. Par exemple, on reprend, on est à 80 km de profondeur. Dans cette zone ici, oubliez s'il vous plaît la courbe avec les pointillés momentanément. On parle de la zone ici, en violet, c'est la zone solide. Ça veut dire que dans toutes ces zones-là, la péridotite, elle est solide, elle est dans l'état solide. Alors, à 80 km, je reprends, pour que la péridotite passe de l'état solide vers l'état liquide, pour le début du fusion de la péridotite, il nous faut une température qui dépasse ou égale à 1500 degrés Celsius. Alors, je reprends à 80 km pour que la péridotite passe de l'état solide, bien sûr, je parle de la péridotite anhydre. Pour que la péridotite passe de l'état solide à l'état liquide, il lui faut presque 1500 degrés Celsius. Alors, on revient maintenant au géotherme. Le géotherme, on a dit, il nous donne la variation de la température selon la profondeur. Alors, le géotherme ici, à 80 degrés Celsius, le géotherme nous dit que à 80 km de profondeur, le géotherme nous dit que la température, elle est dans l'ordre de 800 degrés. Alors, la question qui se pose ici, est-ce que la péridotite anhydre va fusionner? Est-ce qu'il va donner
du magma ou non? Ben, la question elle est simple. La période anide ne donne jamais de magma dans ces conditions-là. Parce que le géotherme, regardez, il nous donne que la température elle est de l'ordre de 800 degrés. Et pour que la périodicité passe de l'état solide à l'état liquide, lui il faut 1500. Donc, la péridotite reste dans son état solide. La même chose ici, pour que la péridotite fusionne, il lui faut une température largement élevée et le géotherme nous donne une température qui est basse. Donc dans tous les cas, la péridotite anhydre ne va pas fusionner. Ok? Alors maintenant on passe à la péridotite hydratée. Alors regardez bien, le géotherme il nous donne la variation de la température au niveau de la zone de subduction. Et là c'est la courbe, c'est la courbe qui nous donne les conditions de température pour que la péridotite hydratée passe de l'état solide à l'état liquide. Alors par exemple, je prends l'exemple ici de 40 km, 40 km de profondeur. Alors le géotherme nous dit que la température est de l'ordre de 500 degrés et la courbe ici nous donne que à cette profondeur, pour que la péridotite hydratée passe de l'état solide à l'état liquide, il lui faut presque 800 degrés. Donc à cette profondeur, la péridotite ne va pas fusionner. Alors, il va fusionner ici par exemple. On est à 120, je pense on est à 120 km ici. Alors à 120 km, par exemple, regardez bien, le géotherme nous donne que la température de la Terre ici, elle est de l'ordre de 1000 degrés. Mais ici, la courbe nous donne que pour que la période passe de l'état solide à l'état liquide, lui, il faut que 700 ou bien 800 degrés Celsius. Donc la période ici, il peut fusionner. Donc, si on veut déterminer les conditions de fusion de la péridotite hydratée, c'est uniquement ici, au niveau de cette zone-là. On peut déterminer les conditions, on peut avoir la température, c'est on peut dire entre 700 et 1300 degrés Celsius, et entre 80 et 200 km. Bien, on va essayer de revoir tout ça avec le tableau, ce sera plus facile à expliquer. Donc, pour récapituler, la péridotite sèche ou bien anhydre ne fusionne jamais et la péridotite hydratée fusionne au niveau de ces conditions-là. Voilà. Alors la question qui se pose, on revient, pourquoi la péridotite, normalement elle est anhydre, mais comment elle devient hydratée et comment elle va fusionner, c'est ce qu'on va voir au niveau de cette image. Alors si vous vous en souvenez, on a dit que la subduction c'est quoi? C'est lorsque la croûte océanique plus dense va s'enfoncer en dessous de la croûte continentale. Alors, ce qui se passe tout simplement, la croûte océanique, il va libérer, regardez ici, il va libérer l'eau. D'accord? Et là, c'est le manteau supérieur. Déjà, la péridotite ici, on a dit que le manteau supérieur, il est formé de péridotite. Alors, la péridotite ici, la péridotite, elle est anhydre, il ne contient pas d'eau. Alors, lorsque la plaque océanique s'enfonce en dessous de la plaque continentale, il va libérer l'H2O, il va libérer l'eau. Du coup, la péridotite ici, il va devenir une péridotite hydratée. Et donc, il va fusionner. Lorsqu'il fusionne, il va nous donner du magma. Et c'est le magma qui remonte en surface. Soit il donne des roches bétoniques, soit il donne des roches volcaniques. Donc là, on a pu déterminer l'origine du magma.
Alors, je récapitule, lorsque la lithosphère océanique entre en subduction, les variations de pression et de température en profondeur entraînent la déshydratation des roches de la croûte océanique. L'eau libérée se propage dans les péridotites, donc l'eau libérée par la déshydratation de la croûte océanique. Alors, cela contribue à abaisser leur point de fusion. La fusion partielle des péridotites est à l'origine du magma dans les zones de subduction. C'est ce qu'il faut retenir, que l'origine du magma au niveau de la zone de subduction, c'est tout simplement de la péridotite du manteau supérieur, bien sûr de la péridotite hydratée. Alors, le magma résultant remonte par les fissures et peut se cristalliser en profondeur pour donner les granulodiorites, ou bien s'écouler à la surface pour former l'andésite. Et voilà, on a terminé les différentes caractéristiques des ondes de subduction. Et la vidéo prochaine, on passe aux autres chaînes, les chaînes d'abduction et les chaînes de collision. Bon courage.